RFM matin, lundi 7 décembre 2015. Il est 7 heures. Le journal tout de suite. Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Et les titres. La fermeté du ministère de l'Éducation nationale, pas question de réintégrer les élèves maîtres renvoyés pour fraude dans le système éducatif. Vous entendrez le directeur de la formation et de la communication de ce ministère. Fermeture des écoles privées non conformes aux règles, pas de baisse des frais d'inscription. L'annonce est du ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Mary-Teuw Niane l'a dit aux députés lors du vote du budget 2016 de son département. Le focus du jour s'intéresse à la signalisation maritime. Il s'agit de ces dispositifs mis en place pour aider la navigation maritime. Une rencontre internationale se tient ce matin sur la question à Dakar Babacar. Seconde partie de cette édition, les sports, cher Tigane gagne tout à l'heure. Nous sommes lundi, dossier du jour, dossier culture à suivre, et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM matin, merci d'écouter le journal. Oui, à la une ce matin, cette polémique autour d'élèves maîtres exclus du système éducatif par le gouvernement, malgré une décision de la Cour suprême. Le ministère de l'Éducation nationale déterminé à barrer la route à ces élèves maîtres. Ismaïla. Le ministère de l'Éducation nationale se veut clair, Babacar. Ces élèves maîtres renvoyés ne peuvent aucunement réintégrer le système éducatif et pour cause, ils ont fraudé lors du concours d'entrée à l'école de formation des instituteurs EFI. Par conséquent, le ministre va user de toutes les voies de recours pour obtenir gain de cause. L'assurance est du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Mamadou Moustapha Diagne, avec Ibrahima Diamé. En ce qui concerne les élèves maîtres, ce dossier-là est très clair. Il y a eu faute des Sénégalais au nombre de 690 ont bénéficié de passe-droit pour réussir à un concours auquel ils n'avaient pas droit. Ils ont été remplacés. Dans la procédure de les remplacer, la Cour suprême est revenue là-dessus pour dire que cette procédure-là n'est pas la bonne. Nous sommes d'accord. Hier, tous les députés, à l'applaudimètre, ont dit qu'ils sont contre le retour de ces élèves maîtres. En tout cas, en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nous ne pouvons pas permettre et nous userons de toutes les voies de droit légal pour empêcher ces Sénégalais-là d'entrer dans le système. On ne peut pas confier nos enfants à des Sénégalais qui font 150 fautes dans une dictée, à des Sénégalais qui ne savent pas ce que veut dire Maïsmouka. Quel est votre nom en arabe et qui veulent enseigner l'arabe? Ce n'est pas possible. Il faut aller vers des ruptures fortes pour changer ce pays. On ne peut pas avancer dans la magouille, dans la fraude. Il n'y a aucun pays qui s'est développé par la magouille et par la fraude. Et dans cette affaire-là, principalement, il s'agit de magouille et de fraude. En tout cas, le ministère sera là et veillera à l'intérêt du Sénégal. C'est une révélation du ministre de l'Enseignement supérieur. Toutes les écoles privées qui ne sont pas aux règles vont bientôt être fermées. Professeur Mary-Teuw Niane ajoute qu'il n'y aura aucune baisse des frais d'inscription. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. Comment sont gérés ces droits pédagogiques? 60% vont à l'appui à la professionnalisation. ma xamal leen nan la ñuy gérer droit pédagogique yi téeméer boo jël juróom-benn fukki dafa jëm ci wàllum appui professionnalisation yi. Comment sont gérés ces droits pédagogiques? 60% vont à l'appui à la professionnalisation, 20% à la pédagogie, 10% à la formation doctorale, 5% à la mobilité des étudiants et enfin 5% à la vie estudiantine. Ça veut dire que de manière générale, ce que les étudiants cotisent comme droit d'inscription revient essentiellement à la formation de ces étudiants. Et je vous dirais que c'est largement insuffisant. C'est difficile, mais je pense qu'il nous faut nous serrer les coudes autour de cela. La formation privée, nous avons élargi la plateforme Campus-M. Quand maintenant vous allez y aller, vous allez être informé sur les structures privées qui existent au Sénégal, les filières qu'elles offrent et quelles sont les filières reconnues par l'ANAC ou reconnues par le CAMES. Étant entendu aussi que l'agrément provisoire n'est donné que pour une durée. Quand la durée est terminée et que les filières
n'ont pas d'accréditation, l'établissement va être fermé. Donc ça aussi, nous sommes dans ce cadre de réorganisation et de moralisation de ce secteur-là. Alors, les bacheliers que nous avons envoyés dans le privé, aujourd'hui, ces bacheliers ont eu la licence. Certains vont postuler pour faire des masters dans les établissements où ils étaient. Ils vont postuler dans les établissements publics. Le master pour tous n'existe nulle part. Par contre, il y aura un pourcentage pour lequel nous prendrons en charge leur formation en master. C'est-à-dire les meilleurs seront accompagnés pour faire le master. Les autres, il faudra, eux ou leurs parents, qu'ils puissent trouver les solutions. Mais ça, ce n'est pas simplement valable pour eux, c'est valable aussi au niveau du public. Le professeur Maritonyan s'exprimait lors du vote du budget 2016 du ministère de l'Enseignement supérieur. Celui-ci est arrêté à 149 milliards francs CFA, soit une hausse de 19 milliards de nos francs. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus du jour porte sur la signalisation maritime. Une rencontre sur la question se déroule ce lundi à Dakar. C'est une initiative de l'Association internationale de signalisation maritime. C'est quoi la signalisation maritime? La réponse avec le commandant Amadou Ndiaye. Il est le directeur des balises et phares au port autonome de Dakar. Il est joint par El Haj Ndate Diop. Il s'agit des aides à la navigation, c'est-à-dire du balisage des routes maritimes, afin de les rendre sûrs aux abords des ports et dans toutes les voies navigables, avec des bouées, des phares, des feux et aussi des services de trafic maritime, c'est-à-dire des services qui permettent de suivre le trafic sur des radars et de contrôler le trafic en général. Donc la signalisation maritime est extrêmement importante pour d'abord éviter les accidents en mer, ensuite pour aussi guider les navires dans des voies navigables sûres pour atteindre leur destination en toute sûreté. L'absence de ces instruments de signalisation-là peut donc avoir des conséquences fâcheuses. Mais absolument, absolument. Le défaut de signalisation peut entraîner des échouements de navires. Le défaut de signalisation peut entraîner des accidents en mer entre des navires eux-mêmes. Comme on a dit, il s'agit de baliser les routes. Baliser les routes, ça veut dire faire en sorte que les navires empruntent des routes sûres, des routes qui seraient libres de danger. Qu'en pensent les acteurs de la pêche? Ndate Diop a interpellé le secrétaire général de l'Union patronale des mareyeurs et exportateurs du Sénégal. Mactar Thiam estime que c'est une question de sécurité absolue. Les détails avec Ndate Diop. La signalisation maritime est une question de sécurité, une exigence absolue à laquelle souscrivent les pêcheurs et autres acteurs de la pêche. Mactar Thiam, secrétaire général de l'Union patronale des mareyeurs exportateurs du Sénégal. Ça permet d'éviter les accidents éventuellement et de permettre aux acteurs marins d'exercer leur activité en toute sécurité. C'est une nécessité absolue pour les pays maritimes et aussi au niveau des fleuves. Parce qu'il n'y a pas que la façade maritime, il y a aussi les cours intérieurs qui ont besoin ici de balisage, parce qu'il y a de la navigation qui se fait aussi à ce niveau. En tout cas, le balisage est un ensemble de marquages où les balises aussi peuvent être fixes ou flottantes. C'est placé en mer ou à terre même, quelquefois, pour indiquer aux navires aussi les dangers et le tracé des chenaux d'accès au port et abris. C'est d'abord une exigence de sécurité. Ces instruments de signalisation, balises, bouées, phares, entre autres, peuvent aussi aider à la surveillance des eaux. La surveillance a priori, c'est d'abord au niveau des navires aussi. Il y a des exigences aussi pour localiser les navires. A priori, tout navire qui pêche dans nos eaux doit être localisé par la direction de surveillance des pêches, qui sont outillés aussi et avec un système aussi performant pour pouvoir traquer les navires qui pêchent illégalement dans nos eaux. La DPSP qui travaille en étroite intelligence avec l'ANAM aussi quand il s'agit de fraude et autres dans nos eaux. Pour tout cela, le patron de l'UPAMES appelle les autorités à plus d'appui en termes d'équipement et de ressources humaines afin que la pêche, une des mamelles de l'économie sénégalaise, puisse encore se maintenir à sa place. Ndate Diop, les limites des zones dangereuses ne sont pas matérialisées dans la zone maritime de Saint-Louis. Les pêcheurs se plaignent des menaces qui pèsent sur eux. Mohamed Nabissila est allé à leur rencontre. Reportage. Les pêcheurs de Guet-Ndar déplorent l'inexistence d'éléments matériels de signalisation leur permettant une circulation sécurisée en mer. Ils payent d'ailleurs un lourd tribut en cas d'accident car les équipements dont ils disposent sont loin de régler leurs problèmes de sécurité.
En cas d'accident avec le gaz ou même un incendie dans la pirogue, on a des problèmes même pour voir quel côté nous devons prendre. En plus, il n'y a pas de lampe de signalisation pour nous guider. Le coordonnateur du comité local de la pêche artisanale, Baye Diallo, confirme l'absence de signalisation et de balises, même sur le canal de délestage. Ce sont des panneaux qu'on appelle des panneaux de circulation ou bien des panneaux de signalisation. Bon, il n'y en a pas ici au niveau du nord. La partie nord du Sénégal est plus houleuse que la partie sud du Sénégal. Les éléments de signalisation auraient joué un grand rôle au large de Saint-Louis où de fortes houles sont régulièrement enregistrées. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. 7h10, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le lotissement de leur terroir, c'est ce que veulent les 20 000 habitants de Gourel-Diadier et Gourel-Bari. Ce sont des quartiers de la commune de Tambacounda. D'après eux, le manque d'eau, d'électricité, de la voirie et la recrudescence de l'insécurité sont dus à l'absence de lotissement. Ils ont organisé un rassemblement pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Moussa Omargueir. Les femmes, les notabilités coutumières et religieuses, les jeunes, bref, toutes les couches des populations ont répondu ce dimanche à l'appel du grand rassemblement pour exiger le lotissement des quartiers de Gourel-Diadier, Gourel-Bari et Gourel-Ponant. Je m'appelle M. Alpha Diallo, je suis enseignant à l'école Gourel-Bari. J'habite le quartier Gourel-Bari à la périphérie entre Gourel-Diadier et Gourel-Bari. Ça fait très longtemps que le quartier Gourel-Diadier a été loti en 1983. Ça fait 32 ans de cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. On a plus de 20 000 familles qui habitent le quartier Gourel-Diadier, sans compter le quartier Gourel-Bari. Et on a eu de belles promesses. Pendant les élections en 2009, on nous avait dit non, c'est fini, c'est bientôt une vieille histoire, ça sera loti. Rien n'a été fait. Mais jusqu'à présent, on n'entend pas quelque chose de satisfaisant. S'adresser au président de la République, qui est le père de la nation, qui est censé vraiment décanter la situation pour ces populations qui sont vraiment déshéritées. Insécurité totale. Donc je ne parle même pas de manque de lumière. S'il y a un incendie, il n'y a pas de route pour accéder à ces maisons-là pour éteindre le feu. Il y a une route qui passe. Vous passez le matin. Le lendemain, vous revenez, vous trouvez quelqu'un est en train de construire, vous ne pouvez pas l'interdire parce qu'il dit que c'est mon terrain. C'est pas loti, il n'y a pas de route, donc il est propriétaire du terrain, il construit. Le maire qui est là, nous n'avons rien contre lui, nous ne sommes pas des politiciens. Encore une fois de plus, nous sommes des populations qui revendiquent notre droit. Tambacounda, pratiquement tous les quartiers périphériques de la commune partagent un dénominateur commun, c'est l'absence de lotissement, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'insécurité. Moussa Omargueir, Tambacounda, RFM. En plus bref, les séances plénières pour l'examen du budget 2016 continuent à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, fait face aux députés ce matin pour défendre le budget de son département. Dans l'après-midi, ce sera au tour du ministre du Commerce, Alioune Sarr. Et puis, cette actualité liée au régional en France, le Front National arrive en tête devant les Républicains et devant le Parti Socialiste avec près de 30% des voix. Le second tour est prévu dimanche prochain. 7h12, la suite de ce journal tout juste après ceci. Nous ouvrons la page de sport de ce journal, une présentation de Cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour Smaïla Kamara et bonjour à tous. Foot CAN U23, les compétitions reprennent mercredi. Avec les demi-finales, le pays hôte, le Sénégal affronte le Nigeria. L'autre demi-finale met aux prises l'Afrique du Sud à l'Algérie. La finale se joue samedi prochain au stade de Léopold Sédar Senghor. Les trois premiers du tournoi vont représenter l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques prévus en juin 2016 à Rio de Janeiro, c'est au Brésil. Le sélectionneur national Aliou Cissé était hier l'invité du grand jury, Cher Tidiane. Il en a profité pour aborder plusieurs questions, notamment celles liées aux jeux produits jusque-là par les Lions. Le technicien se défend avant d'avancer que les choses vont s'améliorer. Aliou Cissé, que nous écoutons au micro de Mamoudi Braka. Une défense, c'est pas seulement les 4 défenseurs. Moi, je parlerai plutôt de système défensif. Je pense que les premiers défenseurs devraient être les attaquants. Tenez, je vous donne l'exemple de 2002. 2002, beaucoup de gens parlaient de Diouf. C'est vrai que c'était un joueur exceptionnel, de Kalilou Fadiga, des joueurs exceptionnels en Henri Camara qui était sur le côté, qui était exceptionnel. Mais je crois qu'on avait d'abord des défenseurs, on avait d'abord un système défensif très solide. On avait des garçons, en commençant par Diouf. Non seulement il était capable d'attaquer, de nous apporter quelque chose d'énorme sur le plan offensif, mais défensivement aussi, il ne rechignait pas à la tâche. Donc je pense que c'est tout ce système défensif qu'il faut essayer de revoir, que nos garçons comprennent que pour écrire l'histoire, pour au moment donné
passer en Afrique, pour au moment donné faire de grandes choses en compétition, il faut que notre système défensif soit encore beaucoup plus performant. Donc ça veut dire mieux défendre, je le dis bien, pour mieux attaquer. Confier les clés du jeu des Lions à Sadio Mané, cela est bien possible, dit Aliou Cissé, mais il faut le laisser grandir, conseille-t-il. Nous l'écoutons pour plus de détails. Sadio Mané, pour moi, c'est un futur grand. Voilà, c'est un futur grand. Aujourd'hui, il doit faire partie des meilleurs joueurs africains. Mais je le dis, il reste encore du chemin à faire. Il a une marge de progression. Malgré un peu l'intérêt du Bayern de Munich, de Manchester United. Il a une marge de progression. Quand j'ai pris l'équipe, on m'a parlé à un moment donné de leader technique de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai dit non. J'ai dit que Sadio, je ne peux pas lui donner les clés de l'équipe nationale parce que il a encore il a encore une marge de progression. Il faut le laisser continuer à progresser. Le fait aussi de partir de Southampton et d'aller dans des grands clubs comme Munich, comme Manchester United, va le faire progresser. En tout cas, je l'espère, parce qu'il va rencontrer d'autres grands joueurs. Et là, peut-être que ces déchets qu'il a dans son jeu, il va les effacer petit à petit. Mais je vous garantis que c'est un futur grand. Quel conseil vous lui donneriez? D'aller à Manchester, d'aller à Bayern, championnat allemand qu'il connaît aussi. Moi, à son âge, je lui conseille surtout d'aller dans un club où il va jouer. Voilà, c'est-à-dire d'aller là où un entraîneur... Bayern, Manchester, non. Aujourd'hui, Sadio Mané ne peut pas être qu'un joueur d'effectif. Il y a un joueur d'effectif et un joueur que tu sais, quand on le fait venir, c'est pour jouer. Si aujourd'hui Sadio Mané aille au Bayern, il faut que Guardiola le fasse jouer. S'il va aujourd'hui à Manchester United, il faut que Van Gaal compte sur lui pour le mettre dans son 11 de départ. Sinon, ce n'est pas bon pour lui. Parce qu'un footballeur, pour progresser, il faut qu'il joue. S'il ne joue pas, il ne peut pas progresser, et peu importe le club où tu es. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal. Foot à l'étranger, France d'abord. L'Olympique de Marseille est toujours fragile à domicile. Les Phocéens ont concédé le match nul, 2 buts partout hier face à Montpellier. L'Olympique de Marseille qui reste 9e au classement. Bordeaux a renoué avec le succès après 3 matchs sans victoire à domicile. Les Girondins, sans le capitaine Lamine Sané, mais avec Henri Sévé, ont battu 1-0. Et Guingamp, Paris Saint-Germain, Angers et Caen constituent le trio de tête de la Ligue 1 française. Il faut noter que Cherdoy, le capitaine d'Angers, a signé un doublé le week-end dernier. En Angleterre, Liverpool a été surpris par Newcastle 2-0, un résultat qui cloue les Reds à la 7e place, tandis que Newcastle, malgré ce succès, reste dans la zone de relégation. Après l'Angleterre, en Espagne, Barcelone mène toujours le bal. Cependant, ça se resserre au sommet après le nul concédé samedi par le leader, l'FC Barcelone, combiné aux victoires de ces deux fins que sont Atlético Madrid et Real Madrid. Les clubs madrilènes sont respectivement à 2 et 4 points du FC Barcelone. Malaga, Las Palmas, Levante dans la zone rouge. En Allemagne aussi, c'est la course poursuite. Dortmund, deuxième, est à 5 points du leader. Le Bayern de Munich, Hoffenheim et Stuttgart sont relégables. En Italie, Inter de Milan supplante Naples à la tête du classement. Les Napolitains, avec Kalidou Koulibaly comme titulaire, ont perdu hier 3-2 face à Bologne. Fiorentina de Babacar Rouman, entré en cours de jeu, occupe la 3e place après sa large victoire 3-0 sur Udinese. Et AS Vérone et Carpi sont relégables. Et puis retour chez nous. Gala des meilleurs sportifs de l'Association nationale de la presse sportive. C'est prévu vendredi prochain au King Fahd Palace en début de soirée. À cette occasion, la NPS va célébrer son 45e anniversaire pour être récompensé à cette occasion. Sadio Mané, ballon d'or sénégalais, les Lions du basketball nommé meilleur sportif de l'année, et puis Bombardier, meilleur lutteur, Ibrahima Sori Keita, meilleur footballeur local, aussi membre de l'équipe nationale olympique en course pour la finale du tournoi de Dakar, et bien d'autres distinctions vont être donc servies vendredi prochain au King Fahd Palace, une activité organisée par l'Association nationale de la presse sportive. Ismaël Camara, c'est bien fini cette page des sports. Merci, cher Tidiane Gagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Festival national des arts et cultures FESNAC est prévu du 9 au 12 à Kaolack. Ce rendez-vous culturel va réunir 14 régions du Sénégal. Le FESNAC est considéré comme un moment culturel fort. C'est aussi un trait d'union entre les différentes ethnies du Sénégal. C'est le dossier culture du lundi. Il est signé Dieynaba Seydouba. Un facteur de consolidation de l'unité des communautés. C'est comme ça que Fatou Gaye Diallo définit le FESNAC, Festival des arts et cultures, un grand rendez-vous culturel. Le FESNAC est intervenu dans un moment vraiment de tumultude en 1994. Il fallait s'interroger pour avoir un mécanisme de régulation sociale. C'est comme ça qu'il est né. Pour
pour contribuer à valoriser notre patrimoine, pour sauvegarder notre patrimoine, pour travailler à la cohésion nationale dans la diversité. Fatou Gueye Diallo est l'administratrice du FESNAC, un festival qui verra la participation d'un peu plus d'1 millier de jeunes. Les régions seront en compétition en danse, théâtre et musique. Les troupes qui sortiront du lot, 3 troupes par discipline, en théâtre, en musique, en danse. 3 troupes seront primées à raison de 1 750 000 et 500 000. Donc il s'agit de fêtes, moins de compétition, moins de jongante comme je l'ai dit, mais c'est une fête. Et c'est une fête nationale. J'ai dit que c'est la Coupe du Sénégal en matière d'art et de culture. Au-delà de l'aspect festif, le FESNAC, c'est aussi des réflexions axées sur la diversité culturelle et économie des terroirs. Quel rôle pour la jeunesse? Un colloque pour faire l'état des lieux est au programme. Professeur Pape Ndiaye Diouf est le président du colloque scientifique. Alors, il y en a 3. Le premier sous-thème porte sur potentialité culturelle et politique de développement et politique culturelle au Sénégal. Le deuxième thème porte sur partenariat et financement des activités culturelles. Et le troisième porte sur structuration et formation des acteurs culturels. Autant de thèmes qui, mis ensemble, visent en réalité le renforcement de la culture chez nous. Parce que le renforcement de la culture a ceci que non seulement on doit pouvoir en tirer des ressources économiques, mais c'est un ferment, un ciment fort pour la cohésion nationale. C'est un ciment fort pour la cohésion nationale, pas seulement en termes de, je dirais, partage de vision du monde, mais partage de valeurs aussi. Des valeurs fondamentales, telles que, par exemple, la confiance en soi. Si on sait d'où on part, on se situe bien là où on est aujourd'hui, on peut envisager l'avenir. Mais si on est perdu dans ces repères historiques, on a peu de chances véritablement de se développer. Kaolack, la capitale du Saloum, est prêt à accueillir les délégations des 14 régions du Sénégal. Le FESNAC, cette compétition interrégionale, va aussi soulever les questionnements sur le rôle et la place de la culture dans les programmes de développement économique et social de notre pays.